Donc, je vais vous présenter un certain nombre d'éléments de réflexion sur la post-catastrophe dans un contexte post-conflit, reconstruire après les inondations de 1940-1942 en Roussillon, avec plusieurs points que je vais aborder successivement. D'abord, resituer ces inondations de 1940, octobre 1940 et avril 1942 dans le contexte géographique qui est le leur, l'événement, ce qui s'est passé, les dégâts qui ont été observés. Ensuite, comment ces dégâts et la manière dont ils ont été gérés a été arbitrée. Est-ce qu'il s'agit de rembourser les dégâts ou de financer la reconstruction? Et on va voir qu'un choix politique absolument pas neutre a été fait à l'époque de financer la reconstruction. Et puis, un retour critique à travers notamment l'analyse et la méthodologie de Gérard Chouquet pour revisiter les réflexions que j'avais pu faire dans le passé en sautant le pas finalement et en montrant en quoi l'originalité de cette reconstruction après les inondations de 1940-42 présente, à mon avis, mais c'est là où la discussion sera intéressante, un certain nombre d'éléments qui tendent à montrer que ces dégâts ont été traités comme des dommages de guerre, et j'ai pu identifier un certain nombre d'indicateurs, d'éléments qui me paraissent probants par rapport à cela et qui, à mon avis, ouvrent un certain nombre de pistes de réflexion nouvelles. Alors, tout d'abord, la première partie, comment ces inondations de 1940-1942 se sont-elles présentées et qu'est-ce qui s'est passé, qu'est-ce qu'on a pu observer. Alors, on se trouve dans les Pyrénées-Orientales, vous avez ici le département avec un relief assez important, le massif du Canigou qui se situe ici, et vous voyez le contraste très important entre ces reliefs et les basses plaines côtières. On a des contrastes altitudinaux et de pente, surtout, avec un contact très brutal entre ces reliefs et cette plaine, qui fait qu'on a une rupture de pente qui est souvent très marquée entre ces massifs et les secteurs beaucoup plus plans. En termes hydrologiques, on a 3 fleuves côtiers importants qui s'écoulent d'ouest en est, au nord l'Agly, au milieu la Tête qui passe à Perpignan et au sud le Tech, avec notamment le Valier-Spire qui est la vallée du Tech moyen et qu'on surnomme la vallée de la pluie. Et on va voir qu'en termes de catastrophe, c'est notamment cette vallée qui est largement concernée. Alors, ce secteur a été concerné par un certain nombre de catastrophes importantes. Il y a tout un corpus d'événements historiques et il est important de resituer l'événement de 1940 dans ce contexte. Un certain nombre d'événements significatifs depuis le IXe siècle et l'événement de 1940 prend place dans cette suite d'événements majeurs. On peut citer notamment 1763, 1842 et 1940 qui sont les événements principaux qui ont affecté l'ensemble du département et notamment donc cette vallée du Tech au sud qui rassemble souvent au fil de ces grandes inondations les records de mortalité enregistrés pour ces phénomènes. Alors, d'abord, au vu de ces catastrophes, on peut souligner l'originalité de ces phénomènes catastrophiques qu'on appelle des grands aïgats. Le terme, c'est un terme catalan qui désigne à la fois les très forts abados méditerranéens de ces régions et aussi l'inondation qui suit. Donc le même terme s'applique à la fois à la pluie, à la cause physique première, mais aussi à l'inondation qui est la conséquence de ces très fortes pluies. Alors de très fortes pluies qui sont typiques du climat méditerranéen, qui se rencontrent surtout en automne. Vous avez ici sur cette diapositive la courbe en bleu marine qui correspond aux valeurs mensuelles moyennes et qui permettent de souligner la différence par rapport à cette moyenne
des valeurs mesurées pour cet épisode de 1940. Donc des précipitations en automne, des crues très brutales suite à ces précipitations, des temps de réponse de 2 à 3 heures, parfois moins d'1 heure pour les petits torrents, et effectivement, sur 150 crues de la Tête à Perpignan, plus de 50% se situent en automne et notamment en octobre. Ces fameux grands zygats sont notamment connus par l'ampleur des surfaces inondées. On a, je vous le disais, surtout des victimes qui sont enregistrées dans cette vallée du Tech, dans le Valier-Spire. 11 morts en 1763, 14 morts en 1842, et aussi les 10 morts, la totalité du bilan morbide de l'inondation d'octobre 1907 se situe dans cette vallée. Alors, on peut souligner un certain nombre de points communs, donc des pluies intenses qui touchent notamment ces reliefs. On pourra avoir dans le détail différents types, soit des inondations qui concernent la totalité du département, quasiment, avec les fleuves principaux qui enregistrent une montée très rapide des eaux, et on aura des dégâts considérables par débordement torrentiel, et puis ensuite débordement fluvial dans la partie aval. Et là, les témoignages s'accumulent. On parle dans les textes, notamment pour l'Aïgate de 1842, un torrent de pluie considérable qui dura 3 heures environ, entraîna le débordement des ravins. Les maires parlent d'épais nuages poussés par le vent du sud. C'est la configuration habituelle de ce qu'on appelle des épisodes cévenols, par ailleurs, où on a une situation météorologique avec des masses d'air chaudes et humides qui viennent de Méditerranée, qui sont bloquées sur les reliefs par une goutte froide qui se situe en altitude et qui empêche en fait la masse d'air de progresser et qui fait qu'on a une situation de blocage, ce qui explique aussi les records que vous voyez en 1940 pour ce mois d'octobre 1940 avec des volumes impressionnants. Dans d'autres cas, on pourra avoir des zygats qui concernent non pas la totalité du département, mais certains sous-bassins versants, et qui seront cette fois marqués par l'importance des dégâts liés aux ruissellements pluviaux. Ce seront moins les débordements des ravins ou des fleuves principaux qui sont à l'origine des dégâts, mais bien davantage des ruissellements très intenses. Et dans ce cas de figure, le fait de savoir si les sols sont saturés en eau ou pas n'est pas le problème, puisque de toute façon, l'intensité de la pluie dépasse les capacités instantanées d'absorption du sol. Donc on a des ruissellements importants, même si les sols ne sont pas complètement saturés. Alors l'exemple de 1940 est particulièrement intéressant, puisque c'est un événement exceptionnel qui est toujours la référence régionale aujourd'hui, et notamment pour la construction des grandes infrastructures type autoroutes, TGV, etc. Alors cet événement majeur, ici vous avez la carte des isoyettes du 17 octobre 1940, donc sur une journée, un événement exceptionnel par l'ampleur des pluies enregistrées et des débits estimés. On a toujours une marge d'erreur plus importante pour des événements extrêmes que pour des événements moyens, bien sûr. On a, vous le voyez, pour cette seule journée, près d'1 mètre d'eau dans ce fameux Valier-Spire, sur la partie médiane ici du bassin du Tech. Sur les 4 jours entre le 16, 17, 18, 19 octobre, on relève à peu près 1 mètre d'eau de total cumulé à Perpignan, soit plus que la moyenne annuelle, puisque en moyenne, on a, comme à Paris ou partout en France, à peu près 800 mm d'eau par an. Une situation donc météorologique qui est classique par rapport à ce que j'ai dit, ces phénomènes d'Aïgat, avec des vents de sud-est qui poussent des masses d'air chaudes. L'air est effectivement, pour ces 3 jours, et alors qu'évidemment on a une couverture nuageuse de plus de 17 degrés enregistrée à Perpignan, et on a donc un système dépressionnaire
qui est bloquée dès le 17 octobre sur les contreforts montagneux et notamment sur le versant sud du Canigou. Alors, des précipitations qui sont surtout importantes, qui commencent le mercredi 16 sur la plaine, qui deviennent particulièrement intenses le jeudi 17, d'où l'intérêt de cette cartographie. C'est là qu'on enregistre les plus grands records de précipitations et qui sont effectivement tout à fait remarquables, puisque c'est aussi un record à l'échelle nationale. Vous avez ici à droite la valeur moyenne de référence qui est celle des précipitations en un an à Paris, et vous voyez que le record de tous ces exemples, c'est à peu près 1 mètre d'eau enregistré en Roussillon en 1940. On est effectivement en 24 heures sur les versants de ces montagnes pyrénéennes, avec davantage d'eau que sur une année entière. Le vendredi 18 octobre, les précipitations diminuent un petit peu, et le samedi 19, on a une reprise des précipitations, mais un peu moins importante. On a donc des volumes fantastiques de pluie qui vont générer ensuite, évidemment, des crues impressionnantes. Volume fantastique de pluie avec notamment ce qui est un record européen et qui explique les valeurs mesurées ici, 800 mm mesurés à l'usine hydroélectrique de la Lio, 840 mm ici, qui est une valeur basse, une valeur plancher, parce que le pluviomètre a débordé 4 fois, et surtout, au bout de la 4e fois, l'usine hydroélectrique a été emportée, donc évidemment, arrêt des mesures. Donc 840 mm, c'est une valeur basse, on sait qu'il y en a eu davantage, mais c'est la valeur homologuée, enregistrée, et qui donne donc ce record. Alors, ces volumes fantastiques de pluie, il va bien falloir qu'ils passent quelque part pour rejoindre les points bas et la mer. Et c'est pour cela que j'ai intégré ce bloc diagramme qui permet justement de mieux prendre conscience et de visualiser la vigueur de ces pentes avec donc notamment le massif du Canigou et cette fameuse vallée du Tech, ce Valier-Spire ici, et le contraste avec les plaines littorales qui ont effectivement une altitude très faible. Ces pluies vont provoquer des crues impressionnantes en lien avec la vigueur des pentes. Ici, vous voyez le profil de la tête et de ses affluents, et vous voyez que les parties amont de ces torrents sont extrêmement redressées. On a des profils topographiques extrêmement pentus, et l'intérêt à souligner, c'est le contraste entre la vigueur amont de ces pentes et, au contraire, pour la partie aval, la faiblesse de ces pentes lorsqu'on s'approche du littoral. Donc, un temps de concentration extrêmement rapide dans les bassins amont, une situation d'étalement des eaux dans la plaine littorale et une évacuation en mer qui est rendue encore plus difficile puisqu'on a des vents qui soufflent du sud-sud-est, on a une situation de tempête en mer, donc plutôt de surcote marine, qui gêne l'évacuation des eaux, une situation classique. Alors, ces pluies provoquent des crues impressionnantes, je vous le disais, avec une montée des eaux, un limnigramme, une hauteur des eaux aux stations de mesure, ici pour la tête à Perpignan, qui est largement calée sur la pluviométrie, avec un premier pic lié aux précipitations massives du 17 octobre, une descente et une remontée en lien avec les précipitations du 19 octobre. On a véritablement une inondation qui est alimentée par la pluie et ces crues impressionnantes. Alors, des crues impressionnantes, puisque on a pour la tête qui fait 120 km de long, qui fait un bassin versant de 1350 km², le Tech fait moins de 100 km de long et un bassin versant de 750 km². On a un débit estimé en octobre 1940 de 3500 m3 par seconde. 3500 m3 par seconde à comparer avec le débit estimé de la crue de la Seine en 1910 à Paris, qui est estimé à 2400 m3 par seconde.
donc près de 1000 m3 en plus, pour un bassin versant évidemment bien plus grand pour la Seine, un peu plus de 45 000 km² pour le bassin de la Seine à l'amont de Paris. Donc, des débits très impressionnants. Le petit torrent du Boulez, qui est un affluent de la Tête, dont je parlerai un peu plus ensuite, qui conflue avec la Tête au niveau du village de Millas. C'est un petit torrent qui fait 30 km de long, qui a un bassin versant de 120 km² et qui a atteint 800 m3 par seconde en octobre 1940, alors que son débit habituel est inférieur à 1 m3 par seconde en moyenne pour ces périodes. Donc on a évidemment un bilan impressionnant. En octobre 1940, des pertes humaines sont significatives, plus de 50 morts côté français, mais plus de 300 victimes côté Catalogne espagnole, puisqu'évidemment les précipitations ne se sont pas arrêtées à la frontière. Et vous le voyez sur la carte, des villes qui ont été traumatisées, comme Amélie-les-Bains, où on a enregistré 13 victimes, Arles-sur-Tech, un peu plus 16, et Autech, une douzaine de victimes. Donc là encore, c'est cette vallée du Tech, ce fameux Vallespir, qui paie le plus lourd tribut à cette catastrophe. À noter, on y reviendra pour voir quelques photos ensuite, la station thermale de Vernay-les-Bains, sur le versant nord du Canigou, où on note 2 victimes, mais des dommages particulièrement importants. Alors cela est évidemment à mettre en relation avec l'intensité des précipitations. On a plusieurs milliards de dommages en francs de l'époque, et on a des conséquences humaines sévères en lien avec la rapidité du phénomène. Alors, des situations particulièrement dramatiques en lien avec cette inondation. Vous avez ici le casino de Vernay-les-Bains, donc cette station thermale du versant nord du Canigou, avant la crue du petit torrent du Cadí, qui descend des sommets du Canigou et notamment d'un amphithéâtre, les Conques de Vernay, et qui, en octobre 1940, vous voyez, on a du mal à voir où passe le torrent du Cadí. Ici, le pont et les palmiers, la végétation cachent presque entièrement le tracé du cours d'eau. Et vous avez sur la photo en dessous le lit du Cadí après la crue. Et vous voyez que un bon nombre des bâtiments de cet ensemble du casino de Vernay-les-Bains a été complètement détruit. Il valait mieux avoir sa chambre dans cette portion-ci du bâtiment que dans celle-là. Le bâtiment a été complètement tranché par la montée des eaux et la violence de l'inondation. On a donc des dégâts considérables, un élargissement de ces lits fluviaux et torrentiels particulièrement important, avec des conséquences qui peuvent être tout à fait impressionnantes, comme ici, le pont de Saint-Jean-Plat-de-Corps, donc, qui se situe là encore dans la vallée du Tech, entre Céret et le Boulou, et vous voyez que le pont se trouve tout seul au milieu d'un champ de gravier, du lit de la rivière. En fait, le lit du cours d'eau s'est tellement élargi que le pont reste tout seul au milieu. Les remblais permettant d'accéder à l'ouvrage ont été complètement emportés et vous le voyez, le lit mineur s'est déplacé pour divaguer sur ce champ de gravier. Et ensuite, vous voyez qu'il y a un certain nombre de poteaux électriques de fortune qui ont été installés après l'événement. Une ampleur donc des dépôts et des charriages sédimentaires. Ici, à Amélie-les-Bains, on voit bien l'ampleur de l'engravement et on y reviendra par la suite. On voit aussi l'ampleur des destructions latérales. Donc, des dépôts sédimentaires, des engravements de lits qui sont particulièrement importants avec un certain nombre d'épisodes mémorables comme des glissements de terrain dans cette portion amont de la vallée du Tech, avec notamment le glissement de terrain de l'Avelianosa ou la Bayanouse, où un pan de versant s'est effondré dans le lit du Tech et a constitué un barrage naturel
qui ensuite a cédé lorsque le fleuve a petit à petit érodé cette masse glissée. Et dans ce glissement de versant, un mas a été englouti et un autre est resté juste au bord de la lèvre d'arrachement de la cicatrice du glissement qui est encore visible aujourd'hui et largement surveillée. Alors, suite à cet événement, il est possible d'identifier un certain nombre d'atteintes géomorphologiques, de cartographier ces atteintes géomorphologiques, de cartographier également les cultures sinistrées. Donc j'ai pu le réaliser pour ma thèse en lien avec l'importance des sources documentaires sur cet événement qui étaient conservées aux archives départementales. Ici, sur le rectangle jaune qui est indiqué, vous voyez très bien le contact entre le débouché du torrent du Boulès dans la plaine du Ribéral. Le Boulès donc sort de ce massif des Aspres, vous voyez la zone de contact qui est très nette, et s'écoule ensuite sur les hautes terrasses de la Tête, parallèlement au lit de la Tête, avant de confluer avec le fleuve côtier un peu plus à l'aval au niveau de Millas. Alors, sur la zone que j'ai indiquée en rectangle jaune ici, j'ai pu reconstituer les effets géomorphologiques de l'événement avec les zones de dépôt, les zones de ravinement. Il a également été possible de préciser, de cartographier les cultures sinistrées au niveau donc des différents terroirs et à l'échelle du cadastre pour ce village de Boule-Ternaire et également pour d'autres secteurs grâce à un certain nombre de photos aériennes. Il y en a quelques-unes qui ont pu être prises, souligner l'ampleur des effets, là aussi, géomorphologiques de l'inondation. Alors ici, au droit de ce lambeau de terrasse qui est la haute terrasse des Escatliards, on a le Boulès qui évidemment est sorti de son lit mineur tel qu'il a été canalisé par la suite, et on a eu donc un certain nombre de dégâts puisque le Boulès est venu littéralement taper contre cette haute terrasse, et vous voyez qu'au nord, la Tête de son côté est arrivée aussi au contact sur la partie nord. Donc à la fois avec des dossiers de sinistrés et un certain nombre de documents de ce type, il est possible de réaliser une cartographie extrêmement fine de ces dégâts liés donc à la dynamique morphologique, géomorphologique de la crue et de l'inondation, mais aussi dégâts agricoles, dégâts aux infrastructures, qu'il s'agisse de ponts, de canaux d'irrigation. Vous avez notamment ici au niveau de la limite entre les versants et les parties planes du Ribéral, le canal de Corbère, important donc pour l'irrigation, les routes, les voies ferrées, notamment ici la voie ferrée qui a été emportée par cette zone d'affouillement. Alors, tous ces constats amènent évidemment à souligner l'ampleur des dégâts et bien sûr l'événement a fait l'objet d'un traitement avec un certain nombre d'indemnisations en particulier, mais pour mettre en place une indemnisation juste, on peut avoir plusieurs stratégies, on peut essayer de chiffrer les dégâts, mais cela est à l'origine de distorsions diverses, notamment liées au fait qu'estimer une récolte perdue qui a disparu, c'est évidemment difficile. On peut avoir des surestimations, on peut avoir des conflits d'un village à l'autre, d'une communauté à l'autre, d'une personne à l'autre. Et effectivement, les sources historiques sur les inondations plus anciennes, notamment celles du XVIIIe siècle, soulignent la difficulté d'évaluer ces dommages lorsque les biens ont été détruits. Une autre possibilité existe qui a justement été utilisée pour la catastrophe de 1940. Plutôt que de rembourser une partie des biens détruits, l'idée est d'aider à la reconstruction et ça fait glisser du coup la mission de l'expert vers un suivi des travaux de réparation, plus facile évidemment à encadrer et à vérifier que la disparition, la véracité d'un objet disparu. Alors cela a aussi pour conséquence un fait qui peut être paradoxal, puisqu'il est possible d'étudier très finement
les dommages de cette crue de 1940, bien que les traces en aient disparu, parce qu'on a aujourd'hui une masse documentaire impressionnante, unique en son genre, et encore peu exploitée, les fameux dossiers de demande d'indemnisation des dommages agricoles de ces crues des 17 et 18 octobre 1940 et d'avril 1942, qui sont déposés aux archives départementales des Pyrénées-Orientales, qui ont été versées là par la DDE à l'époque. Et j'ai pu donc dépouiller plus de 700 dossiers de manière systématique et intégrale, et j'ai consulté plus de 1280 dossiers d'indemnisation et de dégâts, avec des dossiers qui sont en deux volets, un chapitre technique et un chapitre administratif, un chapitre technique qui précise donc les dégâts, les travaux de réparation qui peuvent avoir été menés, les frais de remise en état que le sinistré va avoir engagé, avec le tableau des parcelles sinistrées, des extraits de matrices cadastrales pour indiquer quels sont les dégâts et plusieurs types d'informations qui sont intégrées à ces dossiers. Notamment, dans ces chapitres techniques, dans ces dossiers techniques, on pourra avoir, comme ici, des croquis manuscrits qui détaillent parcelle par parcelle ce qui a été observé, des ravinements par exemple, mais aussi le type de culture qui était installé. On aura donc dans ces dossiers techniques l'état des lieux avant l'inondation, la description des dégâts et les travaux effectués pour reconstruire les parcelles. Dans certains cas, on pourra avoir des données encore plus précises, puisqu'il sera possible, comme je l'ai fait ici, de réaliser un bilan sédimentaire à l'échelle d'une propriété, compte tenu des précisions données dans ces dossiers, quels ont été les secteurs ravinés, les superficies engravées, quelles ont été les destructions de haies ou d'infrastructures de petite hydraulique. Dans d'autres cas, on pourra aussi avoir des croquis avec un certain nombre ici de mesures réalisées par des géomètres qui localisent très précisément les phénomènes, la nature des dégâts, ici donc des dépôts de limons ou de blocs, les volumes considérés et comme ici le fait qu'un certain nombre de canaux d'irrigation ont été complètement ensevelis. On aura donc des profils avant, après qui peuvent être largement utilisés. On a également un certain nombre de documents qui permettent de réaliser donc une géographie de ces dégâts et surtout des reconstructions qui ont été faites à travers ces dossiers techniques et un certain nombre de photos qui sont conservées dans les archives. On a aussi, du coup, à travers la diversité et la précision des informations, toute une évolution du monde agricole et à l'occasion de cet événement, les changements dans les cultures pratiquées, l'organisation du travail de la terre qui est rendue visible. On peut aussi cartographier et identifier les secteurs qui ont été réparés et ceux qui ne l'ont pas été. Et on peut là aussi préciser les étapes de construction d'un certain nombre d'ouvrages comme ici des digues qui ont donc été construites progressivement, et vous le voyez avec des choix d'aménagement assumés, puisque là, les digues en béton sont installées au milieu du champ d'inondation, donc personne ne peut ignorer que la digue est réalisée avec une valeur d'évacuation possible des eaux nettement inférieure à l'événement qui vient d'avoir lieu, et ces digues sont encore celles qui sont présentes dans le paysage d'aujourd'hui. Ici, une photo de 1994, mais ces digues sont toujours celles qui sont largement présentes dans les Pyrénées-Orientales, et on a donc un héritage important. Alors, on peut aussi bien sûr questionner les choix d'aménagement, comme ici. Vous avez à peu près le même endroit, en haut, donc après l'inondation de 1940, et en dessous, une photo de 1990,
On y est retourné avec les étudiants en 2006, c'est la même situation. On a donc évidemment un choix d'installation de digues et de densification des enjeux à l'abri de ces digues, mais aussi bien sûr pas forcément à l'abri d'un NIGAT à venir compte tenu de l'importance de ces infrastructures. On peut aussi réaliser un certain nombre de traitements et structurer les informations disponibles sur les travaux. J'ai réalisé un certain nombre de bases de données thématiques ici sur les travaux en renseignant donc tout un ensemble d'informations en fonction des précisions et de la richesse de ces dossiers. Ça permet de réaliser un certain nombre de cartes quantitatives, le montant des travaux réalisés par commune, ou alors aussi un certain nombre de spatialisations qualitatives, quel type de travaux, des travaux bâtis ou non bâtis qui ont été réalisés à l'issue de ces dégâts. Et en fonction de ces différents travaux, on peut aussi mettre en relation les indemnisations qui ont été versées à l'issue de ces constats par les experts que les travaux ont bien été faits et des indemnisations qui ont été versées en plusieurs fois. On a des dossiers nominatifs qui sont assez précis pour qu'on puisse soit calculer une indemnisation moyenne par sinistré, soit une indemnisation moyenne par propriété, et donc à partir de ces bases de données, réaliser un certain nombre de tableaux de synthèse, mais aussi un certain nombre de traitements, de moyennes, de dispersion de ces valeurs et comparer notamment les communes montagnardes avec les communes qui se situent plus en aval. Là aussi, ces données chiffrées peuvent être ensuite cartographiées. On peut du coup ensuite essayer de replacer dans son contexte historique plus large l'indemnisation de cet événement, avec notamment donc la situation de 1940-1942 et se demander comment ces aides ont évolué dans le temps, qu'est-ce qui se passait avant et qu'est-ce qui se passait après. Alors cette situation permet de souligner que le profil des sinistrés a bien changé depuis le XVIIIe siècle et que, notamment, on est passé d'une indemnisation qui était aléatoire et faible et qui correspondait à une grâce royale à une indemnisation qui est de plus en plus réglementée, qui est un droit et qui est aussi plus importante en pourcentage, puisque notamment pour ces inondations de 1940-42, c'est sur la base de 50% du montant des travaux que l'indemnisation est réalisée. Le sinistré est devenu un citoyen et n'est plus un sujet du roi. Et on peut donc considérer que l'événement de 1940-42 est une situation intermédiaire entre cette situation d'Ancien Régime et ce qu'on constate à la fin du XXe siècle, où le taux d'indemnisation est encore plus élevé, avec des valeurs qui peuvent osciller entre 75 et 95% du montant des pertes pour les sinistrés qui sont assurés auprès d'une compagnie et qui peuvent donc bénéficier de la loi catastrophe naturelle. Alors, cette situation peut apparaître donc comme une conclusion assez cohérente. On trouve un certain nombre de lettres de sinistrés de 1940 qui écrivent à l'administration pour réclamer l'argent de mes inondations, disent ces lettres, et qui soulignent aussi à quel point ils se positionnent comme des citoyens et des contribuables. Je vous cite une lettre écrite en novembre 1952 par un sinistré qu'il écrit au délégué départemental à la reconstruction en disant « Je vous rappelle ma lettre du 23 septembre à laquelle vous n'avez pas daigné répondre. Pourtant, en ma double qualité de sinistré et de contribuable, j'ose croire que celle-ci méritait bien une réponse. » Et en marge, le délégué départemental a écrit répondre, urgent, etc. Donc, une réaction immédiate. D'autres menacent d'en référer au ministre ou de porter plainte,
Et on a effectivement, donc, après la Première Guerre mondiale, des sinistrés qui comprennent l'indemnité de plus en plus comme un droit. Cela devient majoritaire et à la fin donc, de ce deuxième conflit mondial, c'est plutôt la majorité, notamment dans la plaie. Alors, une situation qui pouvait paraître satisfaisante, mais un certain nombre de questions se posent, notamment dans le cadre de ce programme POST qui permet d'aller plus loin, de prolonger une réflexion que j'avais déjà entamée depuis quelques années, puisque l'originalité de la reconstruction de ces inondations est aussi de souligner les risques de biais et d'anachronisme, notamment biais et anachronismes liés au vocabulaire. Et pour cela, effectivement, il est intéressant de prendre conscience du prisme moderne dans l'approche contemporaine des risques, des crises et des catastrophes, suivant le schéma classique de définition du risque et de la catastrophe comme croisement d'un aléa et de vulnérabilité au pluriel, aléa réalisé dans le cas des catastrophes, et l'exemple des indemnisations, mot valise commode pour lisser les processus de règlement de ces dégâts depuis le Moyen-Âge, est assez intéressant parce qu'on constate qu'on a en fait un processus de construction sociale qui procède par des tris, des choix des informations, et qui conduit finalement à réécrire en permanence le passé. Donc effectivement, on comprend bien que le passé peut avoir une influence sur la gestion contemporaine des événements dommageables et aussi sur l'avenir, mais il est aussi important de souligner que c'est le présent, la manière que nous avons d'envisager ces événements, qui est aussi l'occasion de relire, de revisiter ce qui se passait autrefois et donc de modifier le regard sur ce passé. Alors, pour mener à bien cette réflexion, j'ai trouvé intéressant l'apport méthodologique et conceptuel de Gérard Chouquet, qui propose d'insister sur les liens et pas seulement sur les ruptures, et son réexamen critique passe par la mise au point d'outils conceptuels originaux, un vocabulaire parfois hermétique, mais qui est justifié par le souci d'éviter justement l'implicite culturel qui est véhiculé dans les mots et les expressions que l'on emploie le plus communément. Chouquet définit ce qu'il appelle un processus de rétroprojection spéculaire qui amène à créer ce qu'il appelle des collecteurs hypertrophiés. Donc c'est un processus complexe par lequel, en fait, nous autres chercheurs, pas toujours consciemment, mettons en place un écart, une distorsion de plus en plus grande entre les réalités du passé que l'on étudie et la forme, l'objet utilisé pour en parler. Donc une distorsion, et ce processus passe par une sélection, une décimation des informations. C'est-à-dire que par rapport à un événement passé, nous allons retenir que certains éléments et pas la totalité, et on aura donc un processus de réduction qui fait que ce qui était la réalité du passé est diminué, décimé dans son information. Et finalement, ce premier cône de Chouquet, on peut considérer que c'est ce que j'ai réalisé dans cette étape de la thèse, en mettant côte à côte des informations qui me paraissaient cohérentes, mais qui étaient des choix et des tris sur un certain nombre de moments mis les uns à côté des autres. Alors, ce que souligne Chouquet, c'est que l'objet issu de cette première phase de réduction épistémologique, donc ce premier cône de réduction, on a aussi tendance à le une fois qu'il a été réduit, on a ensuite tendance à le rétroprojeter sur le passé. C'est de là que tire cette formulation de rétroprojection spéculaire. La forme qui a été décimée, elle va ensuite être rétroprojetée sur le passé, ou un passé plus lointain
que ce qu'on a déjà étudié comme étant finalement une grille explicative, ou bien comme étant un élément représentatif qui colle à la réalité, alors que c'est déjà un tri et l'expression d'un certain nombre de choix. Donc on a un deuxième cône avec une réduction supplémentaire, c'est le second cône du collecteur hypertrophié, et c'est souvent ce que Chouquet exprime là, que l'objet qui a donc été réduit 2 fois est souvent érigé en type et peut prendre une dimension universaliste ou ubiquiste. On pourra donc parler de l'indemnisation en considérant que le terme n'est pas attaché à une temporalité ou à un espace, mais correspond à quelque chose d'objectif et de neutre que l'on peut identifier, quels que soient les lieux et quels que soient les moments historiques. Alors, ce deuxième cône, on peut considérer que c'est finalement ce qui est réalisé en prenant comme indicateur, par exemple, le taux d'indemnisation, ce que j'avais choisi comme élément pertinent dans ce premier tableau, et que j'avais donc une deuxième étape de réduction des réalités passées qui sélectionnait celles qui pouvaient être justement utilisées à plusieurs époques et finalement assez décontextualisées. Alors ce que Chouquet appelle ensuite le dernier cône, le troisième cône, le collecteur hypertrophié, c'est la troisième étape, à savoir que l'objet qui a donc été doublement réduit, qui a donc un grand écart entre cet objet et les réalités du passé dont il est censé rendre compte, devient finalement un emblème ou un lieu commun disciplinaire, un mot valise, et il est ensuite hypertrophié en ce sens qu'il va être utilisé dans le présent, voire pour l'avenir, comme étant justement représentatif et permettant de combler l'écart entre les réalités observées et l'objet qui a été exagérément réduit, mais qu'on va donc être obligé de réélargir. On réinjecte de la diversité dans cet objet qui a été trop réduit, mais à partir du cadre disciplinaire de l'analyse de la recherche, et non pas à partir du terrain, non pas à partir des réalités elles-mêmes. Donc le résultat, c'est qu'au lieu d'avoir l'enrichissement recherché, on a plutôt un éparpillement de la notion, et l'outil peut devenir inopérant, c'est ce que Chouquet appelle un collecteur hypertrophié. Alors, les limites de cette opération, de ces opérations de réduction, ne doivent pas conduire à les rejeter complètement, mais en fait à les utiliser en toute connaissance de cause et justement de s'interroger ensuite sur les liens qui ont été perdus et sur les éléments qui ont été laissés en cours de route. Donc, cette épistémisation, qui est relativement inévitable dans certains cas, doit aussi être interrogée et ce prisme moderne doit être recontextualisé puisque, en particulier à travers ces approches, on pourra avoir comme conséquence de se concentrer sur la matérialité de la catastrophe, sur finalement ce qui représente une vulnérabilité matérielle dans le passé, et on se concentre sur cette matérialité plus que sur d'autres paramètres qui pourraient tout à fait être utilisés. Donc, par exemple, l'indemnisation, mot qui paraît objectif et ubiquiste, va être utilisé pour désigner des processus très divers de soutien, d'aide, et ensuite cette indemnisation sera réduite à sa matérialité financière. La fonctionnalité symbolique ou sociétale de cette indemnisation se retrouve occultée alors qu'on met sur le devant de la scène sa dimension financière, alors que cette fonctionnalité symbolique ou sociétale, à certaines époques, pouvait être tout à fait importante et aurait pu servir de fil rouge. Alors, du coup, en utilisant cette prise de recul et cette méthodologie, un certain nombre d'éléments
me semble de nature à montrer que le traitement des inondations de 1940-42 sont effectivement traités comme des dommages de guerre et que finalement l'inondation est intégrée comme une occasion de dommage, mais qui est intégrée dans la famille de ces dommages, d'abord vus comme des dommages issus du conflit. Alors, plusieurs éléments me semblent intéressants à ce sujet-là, puisque, évidemment, le contexte politique de la Deuxième Guerre mondiale est important à l'époque, avec plusieurs points qui me paraissent de nature à être des indicateurs probants, mais c'est là où le débat peut être intéressant. D'abord, la procédure elle-même, une participation financière de l'État à la reconstruction, le fait qu'on a une véritable hybridation, à mon avis, entre événements naturels et politiques, puisque un certain nombre de procédures adaptées aux inondations seront liées au contexte politique. C'est notamment le fait de relever de forclusion un certain nombre de sinistrés pour leur permettre d'avoir accès à cette aide alors qu'ils n'ont pas lancé la procédure à temps. Et puis, donc, un certain nombre d'autres éléments comme mobiliser la main-d'œuvre des camps de prisonniers, supprimer cette participation, ce droit à cette participation financière de l'État à la reconstruction dans le cas de citoyens frappés d'indignité nationale, et puis les dégâts des deux inondations, celles d'octobre 1940 et d'avril 1942, sont en fait traités comme une seule, puisqu'entre 1940 et 1942, très peu de choses avaient été réalisées. Alors effectivement, on est dans ce contexte face, du fait du contexte politique, un certain nombre de propriétaires ont fait des dossiers tardivement, ne sachant pas qu'ils pouvaient demander une aide, et notamment des femmes de soldats ou des mères de soldats qui étaient seules sur l'exploitation, ont simplement déclaré qu'il y avait eu des dommages sur leur propriété à la mairie, et en fait, ensuite, après la fin de la guerre, s'il y avait eu déclaration en mairie, cela était un motif pour être relevé de forclusion et pouvoir, hors délai, entamer la procédure qui n'avait pas été lancée dans les temps. Et donc, il y a un certain nombre de données sur des sinistrés qui appartiennent à cette catégorie. La participation financière de l'État à la reconstruction, c'est une expression qui est longue, mais les mots sont importants dans ces formulaires. On a effectivement une participation financière de l'État qui est calée sur 50% du montant des travaux bâtis et non bâtis, avec un certain nombre de plafonds, et c'est le ministère de la Reconstruction qui pilote les choses. La procédure est mise en place en vertu de lois spéciales d'avril 1941, 29 mars 1942 et 11 juin 1942, pour permettre aux sinistrés de constituer des dossiers nominatifs. Les versements s'échelonnent au fur et à mesure des travaux, de 1940 à 1956, donc sur 16 ans, et au fur et à mesure de la réalisation de ces travaux de remise en état. À noter que ce sont donc des lois spéciales qui ont été mises en place sous le gouvernement de Vichy, mais qui ne sont pas remises en cause à la Libération. La procédure suit son cours. On a donc, de ce point de vue-là, une continuité, même si effectivement ça peut apparaître dérangeant pour certains. Un dossier donc administratif qui est réalisé avec des pièces justificatives d'état civil, de propriété, une indemnité qui est calculée après vérification des travaux. On aura dans le dossier technique des ingénieurs conseils agréés par le ministère qui doivent vérifier, éventuellement corriger le montant des travaux par le commissariat à la reconstitution agricole. On a des maîtreurs assermentés, parfois un enquêteur agricole qui vient de Montpellier, pour visiter 1 à 4 fois chaque exploitation pour vérifier l'avancement des travaux, et ça n'est qu'après vérification que le déblocage des 3 ou 4 versements sont réalisés. On a donc des expertises systématiques. Les réquisitions de paiement sont émises après ces vérifications. Le nombre d'experts assermentés qui interviennent après ces inondations,
s'explique donc par le choix de l'État de verser non pas une indemnisation des dégâts, mais d'aider à cette reconstruction de biens détruits pour faire repartir le pays et l'économie. Ce qui veut dire que ne pas faire de travaux signifie pour un sinistré ne pas recevoir d'argent du tout. Donc on n'a pas coïncidence entre la géographie des dégâts et la participation financière reçue. On a donc tout un arsenal juridique avec des précisions sur les travaux. S'il y a impossibilité de réaliser ces travaux, cela doit être expliqué. Et on a donc différents versements, d'où la durée de la procédure, des techniciens, des ingénieurs conseils, des maîtreurs, des professionnels reconnus et agréés par l'État qui accompagnent le sinistré. Le sinistré ne peut pas se soustraire à ces contrôles sous peine d'abandonner ses droits à l'indemnisation. S'il n'est pas là à un rendez-vous, ou de manière répétée, s'il est absent à ces rendez-vous, effectivement, il n'aura pas le versement de ces indemnités. De même, on peut souligner que comme les hommes de l'art, techniciens et leurs collaborateurs peuvent être condamnés solidairement avec le sinistré fraudeur, j'ai pu constater dans les documents que toutes les erreurs de comptage sont en défaveur du sinistré et pas en défaveur de l'État. Donc il y avait effectivement une grande attention à cela. Autre élément, on peut noter qu'un certain nombre de travailleurs qui étaient dans les camps, notamment le camp de Rivesaltes, ont été mobilisés pour aider à ces travaux de remise en état, notamment pour, comme ici, des digues des fleuves principaux, et puis un certain nombre de cas, j'en ai eu au moins 2, de dossiers ont été suspendus, arrêtés, parce que le sinistré était frappé d'indignité nationale. Donc clairement un lien entre cette situation, ce contexte politique et l'aide éventuelle apportée à l'inondation. Donc ce qui prime, ça n'est pas les dégâts et l'origine de ces dégâts, c'est le contexte politique qui fait que l'État définit quelles vont être les aides et à qui est-ce qu'elles vont être versées. Des choix d'aménagement également qui peuvent être questionnés, puisque ces choix d'aménagement, on le voit, le dimensionnement du champ d'inondation est extrêmement vaste par rapport aux choix d'endiguement qui ont été réalisés, et on peut considérer qu'effectivement, ces choix d'endiguement sont faits pour essayer de maximiser le retour à un développement agricole et à une production agricole normale. On fait donc un choix de remettre en production agricole des espaces qui étaient largement balayés par ce champ d'inondation et qui était un choix conscient à l'époque. Alors effectivement, on le voit, les deux inondations sont traitées en même temps. Entre 1940 et 1942, très peu de choses sont faites. Et vous voyez ici sur ce petit torrent du Boulès, les digues sont reconstruites après l'inondation d'avril 1942. C'est aussi pour cela que dans les dossiers d'indemnisation, on traite les deux ensemble. Les dégâts de 1942 ont évidemment rebalayé des espaces qui avaient été inondés. Et en 1994, ou encore aujourd'hui, ce sont encore ces digues qui sont visibles dans le paysage. Et on a donc deux événements qui sont regroupés pour être traités comme deux événements ayant entraîné des dégâts, mais des dégâts proches. Et on ne voit pas l'intérêt finalement de distinguer, sauf quelques rares cas particuliers, les deux. Donc tous ces éléments me semblent de nature finalement à justifier un renversement du regard et à envisager qu'effectivement les inondations sont traitées comme un dommage de guerre, et c'est là où le regard des historiens peut être intéressant. Je vous remercie, et je vais céder la parole ensuite à Fanny. Merci beaucoup. Est-ce que tu peux considérer, ou tu as réussi à décider ce champ, est-ce que les indemnisations ont permis une sortie de la crise plus efficace, ou plus rapide, ou plus adaptée? Est-ce que tu as réussi à faire le lien avec... Elles ont en fait permis d'accélérer
des évolutions qui étaient latentes. Là encore, on le voit pour d'autres catastrophes, mais on a un phénomène d'accélération puisque les destructions du fait qu'un certain nombre de cultures sont complètement ravagées permettent de basculer dans un autre type d'économie agricole et notamment une arboriculture plus intensive, des choses comme ça. Donc, disons que le paysage agricole et productif qui sera celui de l'après-guerre, a finalement un coup d'accélérateur à la suite de ces inondations. Et le traitement des réparations y contribue. Parce qu'effectivement, les travaux n'ont pas comme obligation de permettre de reconstituer la propriété à l'identique. Et là, très clairement, par exemple, si les canaux d'irrigation ne peuvent pas être reconstruits au même endroit ou de la même manière, on va le reconstruire autrement. L'objectif est que la fonction agricole et l'activité soient remises sur les rails et il n'y a pas l'idée qu'il faille absolument reconstituer les masses, les haies exactement à l'identique de ce qui était auparavant. Voilà, donc il y a une recomposition et à cette occasion un basculement, une étape de franchie, notamment dans le paysage agricole et productif, qui révèle des tendances latentes. C'est pas complètement nouveau, mais c'est un élément d'accélération, c'est clair. Tout d'abord, je tiens à m'excuser de mon arrivée tardive. J'espère que ça ne vous a pas trop dérangé. Je vous remercie de votre présentation. Je me demandais si le fait que les gens qui étaient frappés d'indignité nationale ne puissent pas recevoir les indemnités, est-ce que ce n'est pas une double peine? Je croyais que c'était interdit en droit français. Ben, en tout cas, j'ai eu au moins 2 dossiers, alors c'est pas forcément énorme, 2 dossiers sur un peu plus de 800, mais très clairement, c'est ce qui est indiqué dans le dossier comme étant la raison d'écarter finalement le dossier de cette personne, d'interrompre l'instruction du dossier. Alors, à l'époque où j'ai consulté ces documents, comme justement il y avait c'était des dossiers nominatifs, avec pour le dossier administratif les états civils, les justificatifs de propriété, etc. Donc ces dossiers étaient non communicables pour une durée de 60 ans. Donc j'ai demandé une dérogation. À l'époque, les lois informatiques et liberté n'étaient pas ce qu'elles sont aujourd'hui, mais c'est aussi pour ça que j'ai réalisé des bases de données avec des tables différentes qui étaient liées par un champ clé qui permettait d'associer propriétaire et parcelle, mais je n'ai pas traité les informations dans la même table pour justement avoir une certaine étanchéité. Mais clairement, quand j'ai consulté donc à la fin des années 90 ces documents aux archives départementales, ce type d'information apparaissait comme sensible parce qu'il y avait encore des enfants ou des gens vivants et donc la consultation de ces dossiers, en plus avec l'aspect de demander une dérogation, pouvait apparaître comme... Il s'agissait d'hommes ou de femmes? Dans mon souvenir, homme. Oui, oui. À noter d'ailleurs aussi que dans les formulaires, je dirais c'est très égalitaire. Il y a indiqué nom d'époux ou nom d'épouse, c'est toujours le nom de naissance qui doit être indiqué pour le dossier nominatif du sinistré, et il y a toujours une deuxième ligne pour le nom d'époux ou nom d'épouse. Donc on a vraiment une approche ici par qui est propriétaire de la parcelle, mais on a aussi toute une masse d'informations, je dirais, culturelles et sociétales, notamment grâce à ces documents, j'ai pu identifier qu'en 1940, vous avez notamment dans les Hautes-Terres, dans les massifs des Aspres, beaucoup de familles sinistrées en 1940 qui sont des familles qui ont déjà été sinistrées en 1842, en 1763. Donc on a, je dirais, une transmission culturelle, une société qui connaît ce type d'événements et où on est avant l'ouverture et la mobilité géographique. Et on a déjà, avec ce traitement des inondations, une différence qui apparaît entre la plaine, qui est effectivement plus ouverte et plus mobile, et la montagne. Mais dans les villages de ces massifs montagneux, on a une permanence des populations qui est encore très marquée.
Et c'est la fin, parce qu'après la Deuxième Guerre mondiale, on a une mobilité qui apparaît et qui est beaucoup plus importante. Alors, des enquêtes ont été menées dans la vallée du Tech, notamment, mais encore en 1990, il y avait une proportion non négligeable d'habitants des bassins amont qui pensaient que l'origine de ces grandes inondations, c'était un séisme et la rupture d'une poche d'eau cachée dans la montagne. On était sur un certain nombre de rumeurs et de mythes qui sont attestés depuis plusieurs siècles, mais on avait encore cette explication qui était donnée comme réponse aux enquêtes par des personnes âgées, mais là encore, il y avait une transmission qui perdurait, même si les plus jeunes avaient déjà quitté ces villages.